sharing of injecting equipment. This itself is, as you all know, can be broken down into its components. This is some data from, again, rather old data from about 10 years ago, looking at the lending of injecting equipment and the borrowing of injecting equipment and who it was done with. Needles and syringes were more likely to be both borrowed and lent to sexual partners than they were to others, but they were also used less frequently with people who were regarded as close friends and less frequently still with casual acquaintances. You're much more likely to do it with sexual partners than with others, but you're also much more likely to do it with spoons and with water than you are with the needle and syringe itself. And this is based upon the same data set, but this is looking at people who shared spoons but who did not share syringes. So there were a group of people who'd got the message that you mustn't share with others, and they were very careful not to share needles and syringes with others. But in fact, very large numbers of them, about half of them, were sharing spoons with their sexual partners, and indeed also sharing it with others. So there are a number of different issues to do with injection risk behaviors here to do with the paraphernalia. Let me move on to treatment outcomes. These are the 5-year follow-up data for the NTORS cohort. Let me just show you, these are the outcomes for regular heroin use, the percentage of these people who were using regularly at intake at 1 year and up to the 5-year follow-up. There is a substantial and encouraging reduction in heroin use at 1 year, which is substantially maintained and indeed increases slightly over the 5-year period. Injecting and sharing behaviors. The total height of each of these bars is the percentage of people who were injecting at intake and at follow-up, and the yellow bar represents the percentage of people who were sharing injecting equipment. That's any injecting equipment at these follow-up points. There is a similar pattern to that shown for the use of other illicit opiates, namely there's a reduction at 1 year and the reduction is maintained over the 5-year follow-up period. More importantly, if you look at the sharing behavior, again, although this was a more minority behavior, the reduction was satisfactory, if you choose to look at it that way. It wasn't completely eliminated, but it was reduced by more than half, and it stayed down over that period. This is the data for the patients who were on outpatient methadone programs, and this is the data for the people who were going to the residential programs. The residential programs were a rather mixed group of treatment programs. They included specialist drug dependence units in psychiatric hospitals. They also included therapeutic communities, and they included some of the Minnesota model 12-step programs in the UK. And again, the pattern of reduction is very much the same. You get a big reduction amongst the people who were treated at 1 year, and that reduction is certainly maintained, and indeed it is added to slightly across the 5-year follow-up. So both the previous slide and this one, I think, give encouragement to the view that treatment is also a very effective form of harm reduction intervention that we can provide for people when we are concerned about injection risk behaviors. Across time, the same number of people continued to drink frequently. This should be read in conjunction with what we know
about the high rates of people who are infected with hepatitis B and hepatitis C. Heavy drinking is not something that you would recommend among people who have these forms of liver disease. There is a group of people who just didn't show a good response. This is the block in red, whereas about something like 60% of the sample showed a clearly improved response whilst receiving methadone. There were just under 1 in 5 of the patients who showed a poor response. We've also learned from previous speakers that there has been an expansion in methadone, primarily methadone treatment, and to some degree buprenorphine treatment throughout many countries. And parallel with that, we've also seen, based on review by Larney and Dolan, an expansion of opioid agonist treatment in prisons. Although the rate within each country of those of the availability of opioid agonist therapy is somewhat limited. In the United States, it's estimated fewer than 1% of prison inmates receive opioid agonist therapy. In France, one estimate is at 6.6%, and this is probably buprenorphine, which is somewhat, whereas in most other countries, it is methadone that is provided. And countries with the highest prevalence of providing agonist therapy in prisons are Spain, Scotland, and Ireland. The advantages of buprenorphine are that it's less restrictive, there are less restricted regulations, more liberal reporting requirements. In the US, buprenorphine is defined as a Schedule III medication, while methadone is Schedule II. These are classes in terms of the level of regulation that drugs have. And I believe a similar designation is in France for both methadone and buprenorphine. Buprenorphine can be taken in the privacy of the patient's home, thus increasing the patient's confidentiality, and the stigma associated with addiction is further concealed, and the patient has a more flexible schedule for employment, education, and activities. And it is comparatively safer than methadone, and by most evidence, the combination buprenorphine naloxone formulation is considered less likely to be diverted and less abused, and it was that medication, Suboxone, the combination formulation that we used in our study. This is somewhat of an interesting slide, and it sort of gives a rationale for why we chose to introduce buprenorphine into a jail setting. You'll see from the second row that approximately 75% of the sample had been in methadone treatment at Rikers Island, although only 50%, or fewer than 50%, had ever been in a community methadone treatment program. This is somewhat unusual in that these were heroin addicts with a long addiction career. Their average age was around 39 to 41, and although we didn't ask, I don't know if we asked them when they started using heroin, usually that occurs. On this slide, we see both pre-release data and post-release data. Prior to patients being discharged from Rikers, we asked them if they intended to continue their agonist therapy at post-release. 92% of patients who were taking buprenorphine said they intended to report to treatment after leaving jail, while only 41% of those maintained on methadone endorsed this item. And this attitude, this intention, is consistent with the behavioral evidence at post-release. 48% of buprenorphine-assigned patients reported to a buprenorphine provider at post-release, while only 14% of methadone-assigned patients reported to a methadone treatment program at post-release. We also have a study that's currently being written up by Dr. Lee, a consecutive cohort study, which includes some of the subjects from the
study I've just referred to, an additional buprenorphine-maintained patients at Rikers Island and compares them with community-referred buprenorphine patients, all of whom were admitted to a buprenorphine primary care practice at Bellevue Hospital. And I should briefly say the difference between a primary care and office-based setting for buprenorphine and, say, an intensive outpatient is that while the primary care practice does provide the opportunity for patients to receive counseling and ancillary services, there is typically no mandate or requirement for patients to report several times a week in order to receive services. In the outpatient programs at that time in New York City, and I think it may be changing, there was often a requirement that patients, in order to continue to be maintained on buprenorphine, needed to attend the program 2 or 3 times a week to receive group counseling or other services. So in summary, opioid-dependent inmates not in treatment at time of incarceration appear to have little interest in community methadone maintenance treatment. I need to add a caveat to this because this particular finding may not hold for other cities in the U.S. or other countries. In New York City, methadone maintenance treatment is generally available to persons who are using heroin. There are many methadone treatment programs. Most do not have waiting lists. If you're unable to pay, you typically can be paid through Medicaid, and if you don't have Medicaid, several programs will accept you and then make an effort to obtain Medicaid so that you can remain in treatment. And the availability of methadone treatment in New York City does not necessarily extend to other cities in the U.S. or in other countries. Also, there's a larger cohort of heroin use or opioid-dependent persons who were in methadone treatment at the time of their arrest. And these patients who are enrolled and keep and maintained on methadone at Rikers Island do have high reporting rates. Approximately 70% of those discharged from Rikers do report to a methadone community treatment program. So this is a selected population, possibly somewhat similar to the 20% that Dr. Gossop referred to earlier who do not improve in methadone, but these are patients who typically are avoidant of methadone treatment. Bupe patients compared to methadone patients in our study cohort were less likely to request withdrawal from medication, more likely to have been administratively withdrawn from medication due to suspected diversion, and more likely to report to a community treatment at post-release. Buprenorphine patients who enroll in primary care are more likely to be retained in treatment than buprenorphine patients who enrolled in intensive outpatient treatment. And this may be somewhat related to a value I think that both drug users and all of us have, that is autonomy and the freedom to make choices about the type of treatment that you receive. Buprenorphine jail patients at post-release who enroll in primary care have comparable retention and opiate use outcomes as buprenorphine patients who enrolled from the community. There's one significant limitation of introducing buprenorphine in a correctional setting, or at least in a large setting like Rikers, which has not had a history of treating opioid-dependent patients with buprenorphine. And that is its cost effectiveness. It typically took a nurse and officer 15 minutes per inmate to monitor ingestion of sublingual buprenorphine compared to 1 to 3 minutes per inmate to monitor ingestion of liquid methadone. And this does not account for the time devoted for inducting patients onto buprenorphine. Because remember, we'd had to induct patients from a relatively low dose of methadone, 20 milligrams or less, onto buprenorphine. Thus, 10 times as many inmates can be served with methadone with the same staffing resources. Compared to methadone patients, bupe patients were more likely to have been administratively withdrawn from medication due to suspected diversion. Essentially, a rule of the prison was that if you made any, if you touched your face, you would be administratively withdrawn. So while some patients may have been intending to divert their buprenorphine, others may have just inadvertently scratched their face
and that would be grounds for an administrative withdrawal from their medication. La Suboxone a été introduite après la méthadone et la buprenorphine, et notamment après l'installation d'un système basé sur des formations obligatoires pour prescripteurs et sur le dosage supervisé. Deux points clés étaient identifiables pendant l'introduction de ces médicaments. D'abord, prescripteurs et patients croyant que l'on pourra s'allonger des dosages supervisés par la BIARRITZ de la Suboxone. Deuxièmement, les prescripteurs avaient des inquiétudes par rapport à l'injection de la buprenorphine et en croyance que la Suboxone serait moins utilisée par cette voie. James Bell a mené une étude randomisée comparant le traitement quotidien supervisé avec le traitement sans supervision pour deux groupes dosagers d'héroïne sous Suboxone. Comme vous pouvez vous y attendre, il n'y avait absolument aucune différence entre les deux groupes en termes de l'utilisation d'héroïne ou d'autres indicateurs de santé. Le dosage sans supervision était moins cher, environ 300 € par patient pour les 3 mois de l'étude. Malheureusement, ces résultats n'ont pas été pris en compte globalement, et le dosage supervisé reste le pilier du traitement en Australie pour la buprenorphine et la buprenorphine naloxone. Pour la patience, quels étaient les points clés par rapport à la Suboxone comme option thérapeutique? D'abord, le fait d'avoir plus de choix est un point positif. Des 2 choix, on passe à 3. Il y avait assurément des inquiétudes du fait de la présence de la naloxone dans ce médicament. Dernièrement, la possibilité d'accès à plus de dosages sans supervision, entre guillemets, plus de traitements à importer, était quelque chose de très attrayant pour la patience. Pour les médecins, il y avait des inquiétudes par rapport à l'injection potentielle de la buprenorphine sans naloxone et peu de connaissances par rapport aux expériences internationales avec ces médicaments. Essentiellement, la pharmacie et prescripteurs ont décidé de transférer de certains patients vers la Suboxone. De plus en plus de pharmaciens, mais aussi des prescripteurs, ont décidé de ne fournir que la Suboxone et pas de buprenorphine, un choix essentiellement motivé par une croyance qu'il y aurait moins d'injections avec ces médicaments. Il n'y a pas beaucoup de réflexion par rapport à la supervision de la prise de buprenorphine avant son introduction en Australie. Pour le pharmacien, il était très différent par rapport à la supervision des patients qui avaient un liquide tel que de méthadone. La buprenorphine demande du temps avant de se dissoudre et la supervision devient donc difficile et souvent peu pratique dans une pharmacie commerciale. La Suboxone a été accueillie par beaucoup de médecins et pharmaciens comme des alternatives se prêtant moins à l'injection, et beaucoup de patients avaient peu de choix. Par rapport à l'injection de la buprenorphine sans naloxone, la comparaison entre l'Australie et la France est intéressante. L'Australie insiste sur la supervision de la plupart des doses distribuées, tandis que cela n'est pas typiquement le cas en France. Ces études sont tous des sondages d'usagers par voie intraveineuse. Toutes les études montraient des injections de buprenorphine par à peu près un tiers des usagers.
Donc, malgré l'insistance en Australie sur la supervision de la prise de buprenorphine, il n'y a que peu d'impact, voire pas du tout, sur le taux d'injection. Ceci remet très fermement en question les rôles, si rôle il y a, de la supervision de prise de buprenorphine. En plus, l'injection régulière paraît minoritaire parmi ceux qui s'injectent de la buprenorphine, peut être autour d'une dixième selon le travail de Pascal Codiche. Alors, quelle est la définition caractéristique du groupe de cible dans la santé mentale publique? C'est une population de l'Est. Nous avons entendu ce matin la lecture de M. Gossop de Londres qui disait, alors les offres traitement de la méthadone sont bien pour environ 70% pour le groupe de cible, mais il reste encore un groupe qui ne réagissent pas bien et avec laquelle la méthadone a peu de résultats. Et l'autre côté de cette problématique, de cette toxicomanie qui est devenue irréversible, est que ces patients ne peuvent pas se tenir sans souci, sans support. Ils n'entrent pas de façon spontanée dans le soin, alors il faut être actif pour les toucher. Le trouble mental est la cause du malfonctionnement social. Et le trouble mental, c'est seulement partiellement curable. Le principe du soin pour ces patients est une combinaison, un ensemble de traitements et de soutien. Et le support dans le domaine de l'hébergement, le soutien dans le domaine d'argent et le soutien dans le domaine de la dépense de l'activité du jour. Alors, la réaction effective doit avoir tous ces composants et s'il y a une offre qui manque, tout le système ne marche pas. Alors, c'est une indication qu'il faut avoir un service intégral, que tous les services doivent être liés et adaptés au groupe de cible. Et cette histoire pour faire comprendre que le traitement avec l'héroïne est une modalité ajoutée. Alors, l'expérience est que la méthadone et la buprenorphine sont des modalités qui touchent environ 70% de la population, mais ça veut dire qu'il y en sont 30% encore des gens qui ne réagissent pas sur le traitement. Et pour eux, dans la même combinaison d'intérêts privés et d'intérêts publics, nous avons introduit le traitement avec l'héroïne. Le groupe de cible, ce sont des poor performers. Les gens qui ne réagissent pas, pour lesquels la toxicodépendance est devenue irréversible, il s'agit d'un traitement pour toute la vie. Dans les programmes de l'héroïne, dans mon expérience, il y en sont des gens qui quittent avec un épistage qui ne prennent plus des drogues, mais c'est une minorité, environ 5% de la population. Pour la majorité, cette toxicodépendance est irréversible, c'est un traitement
pour toute leur vie. Alors, il s'agit de 600 patients. Un cas ont une amélioration durable. La définition d'un résultat était très, très stricte. Ils doivent être améliorés dans tous les terrains de fonctionnement qui étaient avant le traitement mauvais. Et prévu est dans l'année prochaine, l'héroïne peut être prescrite normalement comme traitement au cas sévère. Alors, les patients qui ne répondent pas au traitement de premier choix, ça veut dire la méthadone ou la buprenorphine, par des services licenciés, environ 10 en Hollande. C'est une situation qui existe déjà en Suisse. Well, the indication for oral heroin is the status of the veins is insufficient for intravenous drug. This affects a lot of people receiving heroin in the Swiss heroin-assisted treatment, HAT. There are some patients who are opioid dependent but never have injected heroin, especially in the Netherlands. This is quite usual, I think. And there's a third indication for oral heroin if the patient itself wishes to reduce his risk by giving up this fixation on needles and taking his heroin in oral form. In 2003, that a study was put into scene because one of a very pharmacist, an official pharmacist, was very opposite to heroin-assisted treatment as in general, and he wanted to get those guys by showing that they did illegal things when prescribing heroin tablets, because tablets were not approved formally. Our estimates compares two groups on an intention to treat basis, and the two groups are those with exclusively receiving tablets and tablets in combination with some other kind and form of opioids. And both, as compared to the usual cohort, which has a point estimate of 0.7, as you can see here, are better than this usual Swiss retention rate after 1 year. Dosages of opioids were a secondary study endpoint. Sorry. This is the subgroup of excluding those with protocol violations, and also the per protocol analysis shows that they are not worse than the whole population of heroin-assisted patients. And if we restrict this to those patients in the oral DAM cohort, you can see two effects. The first is people are more stable in the treatment condition. They do not fall out of treatment in general. Both rates, the treatment failure and the positive termination, are smaller. But the ratio between positive and negative outcome, if you want to call it by this word, is nearly the same as for the whole study population. There are both people with a treatment failure and with a positive termination after oral prescription. But you should keep in mind that heroin and oral heroin is only a very small part, and it has a special position in the continuum of care
comparable to what Bayer announced in the early century of the 19th century, together with aspirin. The number of methadone treatments is much larger than the number of heroin users. C'est pour ça qu'on a fait la proposition d'étudier l'héroïne orale. Pourquoi l'héroïne orale? Parce que c'est la voie plus habituelle d'administration de la plupart des médicaments. Alors c'est une étude clinique en phase 2, et comme ça on peut avoir très peu de malades. On a fait ça avec 45 malades, 15 malades pour l'héroïne, 15 malades pour la morphine et 15 malades pour la méthadone. Alors là, il faut que je m'arrête un petit peu pour demander votre attention, parce que je ne vous présente pas une étude pour démontrer l'effectivité de l'héroïne orale pour les traitements de substitution. C'est pas celui-ci notre objectif. Ce sera notre objectif au futur. Ce que je vous présente, c'est seulement une étude pharmacologique phase 2 pour démontrer qu'on peut stabiliser la dose et qu'on peut cacher, on peut masquer l'héroïne orale. Alors, les résultats de cette étude, on ne va pas nous dire que l'héroïne orale, c'est merveilleuse pour les malades. Non, non, on ne demande pas ça. On va demander ça au futur, mais maintenant, seulement on va demander est-ce que les malades restent dans l'étude? Est-ce que les malades se stabilisent dans la dose? Et est-ce que les professionnels qui traitent les malades et les malades peuvent reconnaître quelle est la substance qu'ils prennent? Je passe déjà aux conclusions. La rétention, ça a été assez bien, except pour la morphine. Je ne sais pas pourquoi. On sait déjà que les malades n'aiment pas tellement bien la morphine. C'est une des grandes questions dans la recherche avec l'héroïne. Pourquoi l'héroïne, qui est transformée si vite en morphine, on dit qu'on ne peut pas trouver l'héroïne dans la voie veineuse des malades. Pourquoi ils n'aiment pas la morphine si finalement ça semble que c'est le même? Et l'identification des substances qui c'était nécessaire pour le double aveugle, ça a été aussi surprenant pour nous, mais très bon. Pas les patients, pas les médecins, pas les infirmières, pas les psychologues peuvent identifier les trois substances. Alors, ils ne savaient pas s'ils prenaient héroïne, morphine ou méthadone. Alors comme ça, pour nous, c'est suffisant. On a réussi dans cette étude et ça nous permet promotionner, nous permet demander de faire études double aveugle en même temps avec les études de cohorte qu'on a présentées le professeur Frick. C'est absolument nécessaire. Mais aussi dans l'intention d'introduire l'héroïne, non du point de vue politique, mais du point de vue de médicaments normal, comme puissent être les antidépresseurs ou un antiacide, on peut déjà travailler avec l'héroïne orale en double aveugle. Qu'est-ce qu'on prépare maintenant? On prépare une étude double aveugle, mais déjà avec les patients chez eux, que puisse démontrer ce que nous croyons, que l'héroïne, c'est un très bon médicament pour traiter les malades héroïnomanes qui ne peuvent pas se stabiliser à la méthadone. Si vous demandez, est-ce que vous croyez que c'est un médicament de première élection? C'est-à-dire, il y a un malade qui est dépendant de l'héroïne, et je lui donne déjà l'héroïne. Je dirais oui. Jean-Marie Jean-Claude dirait non, non du tout. Je dirais oui. Mais je suis réaliste, je sais qu'on ne peut pas proposer ça. On ne peut pas proposer, dans les prochaines 10 années, que l'héroïne soit un médicament de première élection. D'abord, il faut faire toutes les études cliniques pour introduire comme médicament. Et après, pendant quelques années, ce sera un médicament de seconde élection. D'abord, il y aura la méthadone, après la buprenorphine, et finalement l'héroïne.
que como nos vamos a ir a de heroína oral, solamente decir que hemos visto que la heroína es segura, es fiable, factible, mejora sustancialmente la vida de estos pacientes en todas estas variables que ponen abajo, como salud física, riesgo asociado al consumo de drogas. Y, en fin, es un medicamento que perfectamente se puede aplicar. ¿Dónde está el problema? Que va dirigido, hablo de la vía intravenosa, va dirigido a un grupo de pacientes muy limitado. Esto nos va siempre a acompañar. La necesidad de la heroína intravenosa cada vez más no tiene más sentido de que para unos pequeños grupos de población. De ahí que en estos momentos estemos trabajando en la heroína oral, porque, como bien ha dicho Joan, creemos que es la vía alternativa de futuro y después os diré, quizás yendo un poco más lejos en la vía oral, la vía retar. Ahora ya me voy a lo que nos interesa, o lo que por lo menos es lo que estamos hablando. Este ensayo clínico de heroína oral es un ensayo multicéntrico, abierto, controlado, aleatorizado, simple, y tiene 3 grupos paralelos, y vamos a intentar comparar la diacetilmorfina, la morfina oral, en relación a la metadona oral, en personas dependientes a opioides, que no hayan respondido adecuadamente al tratamiento con metadona. ¿Qué esperamos ya para finalizar? Por un lado, esperamos demostrar que la DAN es tan eficaz como la morfina, que se sabe mucho más, la DAN oral, hablo, para pacientes que no responden a la metadona. Avanzar en el conocimiento que ya los compañeros de Cataluña pues, abrieron con su ensayo de heroína oral y llegar, por supuesto, a un objetivo final que es el que nos proponemos, que es lograr, estamos ahora mismo en negociaciones con un laboratorio y con otro laboratorio inglés para poder trabajar en la línea de conseguir una formulación oral retar, que creemos sería la alternativa ideal a la metadona. O sea, conseguir una medicación lo más parecida a heroína, pero con un efecto que fuera lo más parecido al que tiene la metadona en cuanto a tiempo de permanencia. Y nada más. Je crois qu'on ne peut pas être à l'avis de ce que les politiciens veulent. On doit démontrer que l'héroïne, c'est un médicament. Et pour ça, c'est nécessaire les cohortes, les études comme celle qu'on a fait de la Suisse, celle qu'on fera à l'Andalousie, mais il faut aussi accepter qu'on doit demander à l'héroïne de suivre les chemins que suivent tous les médicaments, tous. Et pour ça, on a besoin d'être douable, règle, tout ça. So the question was, what happens with buprenorphine in people who are physically dependent on buprenorphine? As you can probably imagine, if you give buprenorphine alone intravenously, it would probably produce reinforcing effects. But the question really is, what about Suboxone? So if buprenorphine naloxone is given intravenously, it's not clear whether it would produce opiate withdrawal in buprenorphine-dependent individuals. So the primary aim of the study that we conducted most recently was to simulate French buprenorphine injectors by comparing the effects of intravenous buprenorphine, or Subutex, and Suboxone in injection drug users maintained on different doses of sublingual buprenorphine. So these are the data for our primary endpoint. So just to orient you to the figure, all the figures will look like this. So on the left side are the control data, so placebo, naloxone, and heroin. And along the right side is the 2 doses of Suboxone intravenously and the 2 doses of Subutex. So for this figure, I'm showing you the progressive ratio breakpoint. And what we found was that heroin produced robust reinforcing effects, so they self-administered a lot of heroin and very little placebo.
Compared to heroin, intravenous Suboxone was self-administered significantly less. And compared to Subutex, intravenous Suboxone was self-administered significantly less as well. These are data that show you the effects of the maintenance dose condition. So these are when participants were maintained on 2 milligrams of Subutex, 8, and 24. And the arrows indicate significant differences between the two comparisons. So you can see the general pattern is that participants are self-administering less drug when they're maintained on higher doses of sublingual Subutex. These are data showing ratings of drug liking. So they don't like placebo that much. They really don't like naloxone. It's precipitating withdrawal in this situation. They like heroin. They like intravenous Suboxone significantly less than heroin. And intravenous buprenorphine is not very different from heroin. Overall, when we compared these doses of Suboxone with Subutex, there was a significant difference. They also reported the significantly less willingness to take the drug again when they received intravenous Suboxone compared to heroin. And intravenous Suboxone was significantly different from Subutex. So although intravenous buprenorphine does have abuse liability, that was very clear, I think, from the data, it is less than intravenous buprenorphine alone or heroin. So they were less likely to self-administer it. They experienced less positive subjective effects with intravenous Suboxone, and they reported less money for it. They reported that they would pay less money for it. The thing that was quite interesting that I didn't really show you or don't have time to show you today was that intravenous Suboxone actually did not precipitate withdrawal under these conditions. So it blunts the positive reinforcing and subjective effects of the buprenorphine, but the combination did not precipitate withdrawal. So in addition, we found that the abuse liability of intravenous buprenorphine was similar to that of heroin, and that higher buprenorphine maintenance doses were more effective in reducing intravenous injection than lower doses. So I feel that these data support the notion that the combination product has a lower abuse liability compared with buprenorphine and heroin in buprenorphine-dependent injectors. So it seems that buprenorphine naloxone is a good option for first-line treatment of opioid dependence because it's safe and effective when taken sublingually, and it's less likely to be abused. Bon, je crois que ça c'est dû parce que la société n'a jamais accepté vraiment, pas seulement la société, mais aussi les professionnels qui travaillent dans la médecine, dans la psychologie, dans la sociologie, et même les psychiatres, ils n'ont jamais vraiment bien accepté quels sont les arguments qu'on les proposait pour faire des traitements de maintenance avec les opioïdes, par exemple, qui sont les plus attendus. Et ça a été seulement quand le sida a resté sans contrôle qu'on nous a permis d'appliquer la théorie qui disait que ces malades avaient besoin de la méthadone, par exemple, pas seulement parce qu'ils étaient criminels et comme ça on pouvait les effacer de la surface visible de la société et les déposer dans un parking, mais parce qu'ils avaient besoin de ces médicaments. Pas de drogue, mais de vrais médicaments. Avec l'AIDS without control, sans contrôle, avec la virulence du sida, on a pu développer les grands programmes de méthadone, on a pu
introduire buprenorphine et d'autres opiacés, on a pu faire les expériments suisses, et après dans l'Hollande et la Germanie, même à l'Espagne, avec l'héroïne même, et on a fait ça, mais pas, je répète, par la conviction théorique de que c'était nécessaire, mais pour la peur que générait le sida. Alors je crois qu'il nous faut chercher dans les théories présentes pour voir quelle est la théorie plus aimable, plus aimable pour être acceptée pour la société et notre politicien. Il faut se souvenir que l'hypothèse de la self-medication hypothesis, excusez-moi, je change à l'anglais parce que je vois les slides. L'hypothèse de la automédication, c'est une hypothèse à l'origine psychoanalytique. C'est Kantien qui l'a formulée, qui l'a reformulée, en fait, dans les années 80 du siècle XX. Il était emeritus, professeur de psychanalyse à Harvard Medical School. Alors, il a formulé l'addiction comme une vulnérabilité du self. Qu'est-ce qu'il dit l'hypothèse de l'automédication? Elle dit que peut-être ce sont des hypothèses, peut-être il y a une dysrégulation à différents niveaux dans les systèmes de neurotransmetteurs et neuromodulateurs dans les systèmes nerveux central, les systèmes nerveux central. Ça, c'est la première ligne d'attaque, la première ligne de recherche de cette hypothèse. La seconde ligne, c'est la maladie mentale, c'est un prédisposant très important. La maladie mentale rend vulnérable aux malades pour les drogues. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une maladie mentale, la possibilité qu'il prenne drogue, ça augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous savons que ça, c'est vrai. Dans les services d'urgence, dans les grands hôpitaux, on voit chaque fois plus que les malades chroniques, ils ne sont pas seulement malades psychiatriques chroniques, ils sont malades psychiatriques avec dual diagnosis, avec de la pathologie duale, parce qu'ils font consommation aussi de drogues. Et finalement, la troisième voie de recherche, c'est que peut-être il y a une vulnérabilité dans le système nerveux dans les individus normaux. C'est-à-dire, ils n'ont pas un problème au niveau central, ils n'ont pas un problème de neurotransmetteurs au niveau central, ils n'ont pas une maladie psychiatrique qui prédispose à la consommation de drogues, ils sont normaux. Mais quand ils sont en contact avec les drogues, ils deviennent anormaux, ils deviennent malades. Et ils vont passer ce groupe-là. Il y a une dysrégulation induite par les drogues dans des personnes normales. Les drogues peuvent agir comme psychopharmaques, comme médicaments. Ils peuvent améliorer les symptômes psychiatriques. J'ai dit tout à l'heure les hallucinations ou les délires chez les psychotiques. Ils peuvent diminuer les effets secondaires de notre médication. Souvenez-vous que les grands caféinomanes et les grands nicotinomanes qui étaient dans les asiles psychiatriques, c'était parce qu'elles diminuaient, était un essai de diminuer tous les effets extrapyramidaux qu'on lui donnait avec le laractyle ou l'alopéridol. Alors, on sait que les drogues peuvent diminuer les effets secondaires induits par les médicaments, et aussi que les drogues peuvent donner un incrément de qualité de vie. Momentané, bien sûr. On ne peut pas recommander les drogues pour traiter la psychiatrie, les maladies psychiatriques, parce qu'après quelques mois, quelques années, les patients deviennent détruits. Mais le cerveau ne comprend pas ça. Le cerveau dit, moi, à ce moment ici, je suis déprimé, je suis inhibé, je suis en symptomatologie psychotique, je prends de l'héroïne, ou je prends de la cocaïne, ou je prends du cannabis, et maintenant, à ce moment-là, je feel better, je me trouve mieux. Et si je me trouve mieux, je vais suivre comme ça. Ça, c'est ce que dit le cerveau. Finalement, il faut dire au cerveau, ce n'est pas une bonne élection. Mais attention
Attention, parce que la question morale, la question du futur, de dire au cerveau, ça c'est une immoralité parce que c'est illégal, tout ça, du point de vue neurosciences, ça ne sert à rien. Le cerveau veut, maintenant, à ce moment-là, je vais améliorer mes symptômes. Je crois qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a gagné pendant 20 années, tous les études scientifiques qu'on a fait, Jean-Marie Crick, Marie-Jean Crick, le professeur Warren et tout le monde qui a travaillé avec ça, tous les efforts que vous avez faits ici en France, parce que vous avez les problèmes de la méthadone, que c'était un nom qui n'était pas bien accepté, mais vous avez changé la buprenorphine, on a bien travaillé avec ça, et vous avez amélioré vos malades, il est vraiment menacé parce que quand les sida est moins virulent, le sida est moins dangereux, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nos malades doivent se guérir, absolument. L'abstinence totale et le comportement normatif. Et ça, ce n'est pas possible pour quelques de nos malades. Mais il y a beaucoup qui peuvent sortir, bien sûr, de la maladie. Mais il y en a quelques-uns qui sont les chroniques, qui sont comme le diabète. On ne peut pas dire au diabète, l'insuline, c'est un péché, l'insuline, ça ne va pas, on va prohiber parce que vous devez manger des choses saines, des choses naturistes, et comme ça, vous allez rester très bon. Les diabètes, ils vont dire, vous êtes faux, vous êtes vraiment faux. Le même, il faut dire à tous les politiciens, et à toutes ces personnes, qui disent que l'extension des programmes de méthadone ou bien d'héroïne à ce moment-là, c'est une extension qu'il faut reculer parce que ce n'est pas tout à fait justifié. C'est vraiment justifié. En ce qui concerne donc le bilan de 2007 pour les primo inclus dans le centre, il s'agit de 63 usagers, dont 9 femmes, et ça représente à peu près, je dirais, ça représente 26% des bilans toxicologiques faits dans l'année. Donc, on a fait pour à peu près 240 patients. L'âge moyen est de 35 ans et les extrêmes allant de 20 à 52 ans. Et vous voyez sur la figure à votre gauche la fréquence des drogues trouvées dans les urines de ces 63 usagers. Donc la méthadone pour à peu près 60%, le cannabis entre 50 et 60%, les opiacés, la buprenorphine pour plus de 20%, la cocaïne, les benzodiazépines, dont Cyril parlait tout à l'heure, 20%, un peu moins le déantalvic et les barbituriques, c'est de moins en moins. Sur la figure de droite, là vous avez à votre droite donc le nombre de drogues trouvées par urine, et donc là on a la majorité c'est 3 drogues, 2 drogues, voire 4 pour 9 patients. Il y a un patient qui avait plutôt 5 drogues, et puis des patients qui n'ont rien eu, 0, donc il y en a 4. Avant d'aborder en fait les analyses telles qu'on les fait en routine chez nous, je voudrais partager ce graphe que j'ai fait. En fait, c'est le pourcentage de fréquence. La fréquence des urines positives, c'est-à-dire toutes les urines de 2007, en fait, 1055 urines, ça concerne 240 patients. Et vous voyez là, en fonction de la posologie de méthadone. Et si on regarde un peu le trait rouge, là, c'est les opiacés positifs. On voit que à la posologie entre 15 voire 20 mg jusqu'à 65 ou 70 mg, 50% des urines sont positifs en méthadone. Ça nous interpelle un petit peu, en plus de la méthadone, ils sont positifs en opiacés, en plus de la méthadone. Est-ce que ces patients sont équilibrés? Est-ce que ces patients ils ont la dose adéquate? Donc l'intérêt des dosages de la méthadonémie, c'est dans le cadre, par exemple, chez les métaboliseurs rapides, tout le monde connaît cette notion-là, et on va avoir ça par rapport au polymorphisme génétique des enzymes du cytochrome P450, en fait, ceux qui métabolisent la méthadone. Et puis, bon, en cas de persistance des signes de manque avec une forte posologie, donc on peut se poser la question, est-ce que le patient est équilibré, est-ce qu'il a une méthadonémie correcte? Et puis, en cas d'interaction médicamenteuse, et Dieu sait, il y en a avec les inhibiteurs enzymatiques,
comme la cimétidine, le floxifral, le Prozac, et notamment la plupart d'ailleurs des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Et puis les médicaments, dans le cas des co-infections, les antirétroviraux, notamment le Norvir, l'Emprénavir, le Lopinavir, etc., qui, eux, diminuent la concentration, c'est plutôt diminuer la concentration, et donc on a l'apparition des signes de manque. Il y a d'autres inhibiteurs enzymatiques tels que donc, les antituberculeux, la rifabutine, la rifampicine, d'autres chez les antiépileptiques, les carbamazépines, donc Tegretol, le Gardénal, le Trileptal, entre autres. Donc, et on sait qu'il y a une corrélation entre la posologie, la concentration plasmatique et l'effet. En ce qui concerne les seuils de positivité, nous recherchons l'effet séronotomate, c'est ce qu'on appelle les réactifs, en fait, des réactions immunochimiques automatisables. Et on fait ça séronotomate, donc c'est pour des grandes séries. On fait à peu près 50 dossiers, 50 urines par semaine pour 2 centres, donc le centre du Corbillon et le centre de Gainville dans le nez. Donc pour les amphétamines extasiques, vous voyez les seuils, donc à partir de ces seuils-là, on dit que c'est à peu près les seuils de l'ANIDA, donc on a entendu parler ce matin de l'ANIDA, c'est les seuils de l'ANIDA, sauf peut-être pour la buprenorphine, parce que c'est les avis là-dedans en fonction des biologistes, ça peut être 10 nanogrammes ou 5 nanogrammes, et puis le cannabis c'est 50, il y en a qui descendent jusqu'à 25 pour récupérer un peu quelques fumeurs passifs, bon, nous plutôt pour les vrais fumeurs, la cocaïne 300, la plupart c'est 300 nanogrammes ml. Au-delà, on dit positif ou négatif, si c'est inférieur. Maintenant, j'aborderai un petit peu, mais vraiment de façon succincte, pour voir les avantages et les inconvénients des milieux alternatifs. Donc, après une administration d'un toxique ou d'un xénobiotique, quel que soit, on peut faire des recherches ou des dosages dans le sang, dans les urines. Vous avez les délais de repérage ou de détection dans ces différents milieux. Le liquide gastrique, notamment par rapport aux urgences, parce qu'on est hospitalier, la salive, la sueur, les cheveux, on verra quand ça sert, l'air expiré, comme pour l'alcotest, l'air expiré. Donc les délais varient de quelques minutes pour certains milieux à quelques heures, voire 3 jours, voire plus. Les urines, par exemple, c'est 3 jours ou plus. Le THC, ça peut aller jusqu'à 30 jours, voire même plus.